Si vous aussi avez envie d'en savoir un peu plus sur les dernières tendances et derniers défilés, rejoignez Mode et Influence. Bienvenue dans Mode et Influence, la première émission mode créée par des étudiants pour des étudiants fans de mode. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième émission intitulée Mode et événements. C'est un thème extrêmement large qui, vous allez le voir, nous a permis d'aborder un grand nombre de problématiques différentes. Quand on pense à des événements, instinctivement, la première idée que l'on a eue en tête, c'est celle de la Fashion Week. Il s'agit d'un événement dans lequel des créateurs de mode présentent des nouvelles collections pour les saisons à venir. Elle se déroule 2 fois par an, avec les collections automne-hiver en février et mars, et les collections printemps-été en septembre et octobre. Les villes les plus influentes de la Fashion Week sont Paris, évidemment, New York, Londres et Milan. Il s'agit d'un symbole de la haute couture avec des créations réalisées à la main avec des matériaux précieux. La haute couture, c'est une appellation qui est juridiquement contrôlée. Seules peuvent s'en prévaloir les maisons et entreprises agréées par une commission animée par la Chambre syndicale de la couture. Le site de la Fédération de la haute couture et de la mode donne beaucoup d'informations sur ce sujet et présente toutes les collections de la Fashion Week de Paris féminine automne-hiver 2025-2026. Les statuts pour pouvoir défiler à la Fashion Week de Paris, il y en a 2. Il y a les maisons qui sont membres de la Chambre syndicale de la haute couture, qui satisfont les critères relatifs à l'intelligence de la main, à la personnalisation, au rythme des collections et au savoir-faire des ateliers devant être situés à Paris. Et ensuite, le deuxième statut, c'est les membres correspondants, c'est-à-dire que c'est des ateliers basés à Paris, mais dont l'activité se rapproche de celle des grands couturiers. En parlant de Fashion Week, Héloïse, tu voulais nous en dire quelques mots? Oui, du coup, si vous êtes une adepte, vous n'avez pas pu passer à côté de cette dernière Fashion Week qui a eu lieu du 3 au 11 mars dernier à Paris. Des créateurs du monde entier étaient présents afin de présenter les tendances automne-hiver 2025-2026. Si le public a eu le droit à des looks glamour, un autre point a interpellé les journalistes. Il s'agit de la maigreur qui était de retour sur les podiums, qui allait de pair avec l'invisibilisation du corps des mannequins et des mannequins plus size. Il y a un journaliste qui s'appelle Mathieu Bobadelière qui a parlé sur son compte TikTok et qui a dit « L'inclusivité et tout ce petit phénomène qu'on nous a servi à la fin des années 2010, c'est fini. La mode des années 2000 semble donc bien être de retour. » Qu'entends-tu par mode des années 2000 ? Durant cette ère, les standards de beauté féminin privilégiaient des silhouettes très minces et très élancées. Des silhouettes qui étaient mises en valeur par des vêtements ajustés et révélateurs. Si ce retour aux années 2000 ne concernait que, on va dire, le vêtement, cela ne poserait pas de problème. Mais le problème ici, c'est que cette esthétique, elle dépasse en fait le simple vêtement et vient influencer la morphologie des mannequins. Ok, et pour toi, ce retour à l'esthétique, il est dû à quel facteur ? Alors, ce retour à cette esthétique serait en grande partie dû à l'essoufflement du mouvement body positive. Donc, pour rappel, ce mouvement a vraiment explosé dans les années 2010 et a été propulsé notamment avec les réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Et alors ce retour du coup en arrière, ça a été facilité par la chirurgie esthétique de masse et également par l'usage d'un certain médicament appelé Ozempic. Vous avez peut-être entendu parler de ce médicament. Alors à la base, il s'agit d'un traitement qui soigne des personnes qui sont atteintes du diabète mais qui a été détourné à des fins de perte de poids par des personnes donc dans le milieu du mannequinat. Il y a entre autres Lotis Moss qui est la sœur de Kate Moss qui a avoué dans son propre podcast avoir été hospitalisée d'urgence à cause de ce médicament et a donc voulu mettre en garde sa communauté. Et est-ce qu'on a des chiffres concrets qui témoignent de l'uniformisation du corps ? Bien sûr, alors il y a Vogue qui a partagé un chiffre particulièrement alarmant. À l'automne et l'hiver 2024, sur 8800 looks présentés lors de 230 défilés, seulement 0,8% concernaient des mannequins grande taille, donc on peut dire que l'inclusivité n'était vraiment pas présente. Le peu de mannequins dits plus size, en fait en réalité c'était des mannequins qui avaient une morphologie vraiment dite dans la norme. Et en fait cela montre que pour une grande partie des marques de luxe, en fait des maisons de luxe, le body positivisme c'était juste une simple manière d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir une plus
large clientèle lorsque le body positive était à la mode, tout simplement. Et lors du coup de la dernière Fashion Week automne-hiver 2025, il y a le directeur de casting de la marque Fursac qui a d'ailleurs déclaré « La seule motivation d'une marque est de vendre des vêtements, c'est tout. Je ne pense pas que nous ayons besoin de mentir à ce sujet. » Je pense que là tout est dit. Est-ce que tu as des exemples de marques, outre la mode et le luxe, qui ont également opéré ce changement ou... Oui, alors il y a une marque de fast fashion qui est très très connue, c'est Pretty Little Thing. Alors à l'origine c'est un site de prêt-à-porter qui met en avant un style dit baddies. Donc c'est un style où il y a des vêtements moulants, accompagnés par des maquillages et des accessoires très prononcés, voilà. Et alors là, début mars, il y a eu un complet rebranding. La marque a changé d'identité visuelle. Elle a proposé par exemple des palettes de couleurs beaucoup plus neutres, avec un nouveau logo, une collection d'habits sobres, dits sophistiqués, qui se rapproche du coup d'un nouveau style, un style qui justement aussi existait auparavant, donc un style Old Money qu'on appelle aussi Quiet Luxury. Donc ce qui contraste vraiment avec l'image qu'avait la marque jusque-là. Et aujourd'hui, justement, on retrouve sur leur site des modèles principalement de type caucasienne, avec des corps complètement filiformes et plus du tout d'inclusivité, alors qu'avant, vraiment, c'était des personnes dites plus size qui avaient pris la marque et que la marque était pour elles vraiment dans leur cœur. Et aujourd'hui, cet aspect-là est vraiment mis de côté. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir et attendre si justement ces mannequins plus size vont réussir à lever leur voix et à faire entendre leurs revendications, qu'elles aussi ont le droit de s'habiller dans des maisons de luxe, que les mannequins aussi plus size ont le droit de participer au Fashion Week, et peut-être que la société va également prendre à bras le corps ce problème. Merci Héloïse pour ta présentation. On va passer maintenant à Léa. Quel type de sujet tu vas nous présenter aujourd'hui ? Eh bien moi je vais te parler de méthode dressing, Jade. Est-ce que tu sais ce que c'est le méthode dressing ? Non, pas du tout. Le méthode dressing, ou l'art d'incarner un personnage à travers la mode, est la nouvelle tendance incontournable des tapis rouges. Et s'il y a bien une star qui en maîtrise les codes à la perfection, c'est Zendaya. Chaque apparition de l'actrice est une véritable performance. Lors de la promotion de Challenger, où elle joue une tenniswoman, elle a adopté des silhouettes inspirées du sport à 100%, multipliant les tenues précisément choisies pour évoquer son personnage. Pour Dune, deuxième partie, elle s'est métamorphosée en créature futuriste avec des tenues tout droit sorties d'une dystopie, jouant sur les textures métallisées et les coupes sculpturales. Zendaya ne se contente pas de porter des vêtements, elle raconte une histoire à travers eux et plonge le public dans l'univers du film avant même qu'il ne commence. Mais d'où vient ce concept de méthode dressing ? Eh bien, il s'inspire du méthode acting, une technique de jeu immersive où les acteurs restent dans leur rôle même en dehors des plateaux. Certains vont jusqu'à adopter l'attitude, le langage et les habitudes de leurs personnages pour s'imprégner totalement de leur rôle. On se souvient de Marion Cotillard hantée par Edith Piaf durant le tournage de La Môme, allant jusqu'à adopter ses gestes, sa voix et même apprendre à tricoter comme la chanteuse. Austin Butler, plus récemment, pour Elvis de Baz Luhrmann, avait appris à parler comme le chanteur. Il n'a d'ailleurs toujours pas perdu son phrasé. Dans la mode, le méthode dressing suit la même logique. Il ne s'agit plus simplement de s'habiller, mais de devenir une extension du personnage ou de l'univers que l'on incarne, créant ainsi une cohérence visuelle et narrative forte. Et c'est un terme qui a été popularisé récemment, non ? Oui, c'est un terme qui a été popularisé en 2023 par le journaliste André Wheeler, notamment lors de la promotion de La Petite Sirène. Hailey Bailey avait alors multiplié les looks inspirés de l'océan, portant une robe bleu turquoise digne d'une sirène lors des Oscars. Et cette stratégie marketing ne se contente pas de créer le buzz, elle permet aussi d'ancrer le film dans la culture populaire et de prolonger l'immersion du spectateur. Ce type d'approche transforme la promotion en un événement à part entière, captant l'attention du public bien au-delà des cercles cinéphiles. Tu peux nous donner quelques autres exemples de méthode dressing ? Eh bah oui, parce que c'est difficile de parler de méthode dressing sans évoquer Barbie, évidemment, de Greta Gerwig. Ce film était bien plus qu'une production cinématographique, c'était un véritable phénomène culturel accompagné d'une stratégie marketing redoutablement efficace. Margot Robbie interprète la célèbre poupée
Donc elle a incarné Barbie sur et hors écran en multipliant les références aux différentes versions du jouet à travers ses tenues. Du total look rose Boschino au corset Vivienne Westwood, chaque tenue était un clin d'œil à l'histoire de la poupée iconique. Le phénomène a été si marquant qu'un livre recensant ses looks est même sorti, compilant chaque apparition vestimentaire de l'actrice pendant la promotion du film. Est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve que dans le cinéma ou ça se retrouve aussi dans d'autres domaines ? Et non, Jade, cette tendance, elle s'arrête pas au cinéma. Les chanteuses s'en emparent aussi pour créer une image forte et reconnaissable. Beyoncé a fait sensation avec son esthétique country pour Cowboy Carter, adoptant un style western ultra travaillé, avec bottes, chapeaux et tenues inspirées des cowboys américains. L'album a d'ailleurs remporté le Grammy Award du meilleur album 2025. Et de son côté, Dua Lipa a changé de couleur de cheveux pour correspondre à l'univers de Radical Optimism, adoptant un rouge flamboyant pour marquer l'esprit et s'aligner visuellement avec l'énergie de son projet musical. Dans ces cas-là, le méthode dressing devient une façon de prolonger une narration au-delà de l'écran ou de la musique, mais également c'est un outil stratégique pour marquer les esprits et faire parler de soi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un effet de mode ou c'est une réelle évolution stylistique ? Une chose est sûre, c'est que le méthode dressing, c'est bien plus qu'une tendance passagère. Il incarne une nouvelle manière de raconter des histoires, de captiver l'attention et surtout de marquer les esprits. Et avec des icônes comme Zendaya à la tête du mouvement, il y a fort à parier qu'il ne disparaîtra pas de sitôt. En s'ancrant dans l'univers du cinéma, de la musique et de la mode, il repousse les limites de la communication visuelle et redéfinit la façon dont les artistes se présentent au monde. C'était super intéressant, merci beaucoup pour cette chronique. Merci Jade. On passe à toi Thomas, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? C'est donc dans l'ère du temps, les musées cherchent de plus en plus à attirer un public jeune et connecté. Un peu comme il y a 25 ans, quand l'art contemporain a commencé à envahir toutes les institutions culturelles. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des expositions de mode. Alors évidemment, c'était logique que le Louvre s'y mette. Depuis le 24 janvier, le Louvre, ce grand classique des musées, s'est offert une petite révolution avec l'exposition Louvre Couture, objets d'art, objets de mode. Imaginez un peu. Des pièces de haute couture qui se mêlent aux chefs-d'œuvre historiques du musée. L'objectif ici, c'est d'amener les gens à regarder autrement, moins de selfies avec la Joconde et plus de balades dans les galeries souvent délaissées. Et devinez quoi ? Ça marche. Je suis pas étonnée. Mais du coup, c'est vrai que des robes de haute couture au milieu des œuvres du Louvre, ça doit être assez incroyable. Mais concrètement, à quoi ça ressemble l'exposition ? Parce que toi, tu y es allé. Oui, j'y suis allé et en vous baladant en fait dans l'aile Richelieu, vous tomberez donc sur des créations de 45 maisons de haute couture assez légendaires. Donc Balenciaga, Dior, Chanel, Jacquemus, pour ne citer qu'elles. Au total, donc, c'est 71 looks, 30 accessoires issus des archives des années 60 à aujourd'hui. Ces pièces dialoguent avec les œuvres historiques du musée qui, elles, n'ont pas bougé. C'est hyper élégant et parfois assez surprenant. Par exemple, vous avez cette robe armure signée Demna pour Balenciaga, placée face à de véritables armures de la Renaissance. Ça donne un contraste assez ultra puissant. Autre moment fort, la robe cathédrale d'Iris Van Herpen qui se dresse devant des tapisseries médiévales, ou encore une robe sculpture de Schiaparelli avec des rayons recouverts de cuir et de feuilles d'or qui sont exposés juste à côté de manteaux de l'ordre du Saint-Esprit datant du XVIIIe siècle. Et là, surprise, deux robes, Balmain et Dolce & Gabbana, qui partagent aussi la vitrine dans une union commune. Et ce mélange des époques est vraiment saisissant. On se rend compte alors que la mode, c'est de l'art à part entière. Et au-delà de l'esthétique, est-ce que cette exposition elle a aussi un message ou un objectif particulier ? Oui, totalement. L'idée, comme l'explique Olivier Gabet, le commissaire de l'exposition et l'ancien directeur du musée des arts décoratifs de Paris, c'est de renouveler le regard qu'on porte sur les collections du Louvre. Parfois, on a tendance à penser que l'art ancien, c'est poussiéreux, c'est réservé à une élite. Mais en associant ces œuvres avec la mode qui est plus accessible, plus jeune, on ouvre la porte à d'autres formes de connaissances. On découvre les objets d'art autrement, et pour Olivier Gabet, si certains visiteurs viennent parce qu'ils ont vu Jonathan Andren en parler sur Instagram, c'est tout bénef. Évidemment, le pari est réussi. Depuis l'ouverture, il y a une vraie affluence. On voit des passionnés de mode, mais aussi des gens simplement curieux de voir cette rencontre assez improbable entre deux univers.
Donc ça fait plutôt plaisir de voir que le Louvre arrive à se réinventer sans perdre sa véritable âme. Alors si vous êtes passionné de mode comme nous ou d'art ou simplement curieux de voir comment ces deux univers se rencontrent, ne manquez pas cette exposition. C'est une occasion donc unique de redécouvrir le Louvre sous un angle différent avec la mode et l'art qui se complètent et se subliment mutuellement. L'exposition est ouverte jusqu'au 21 juillet 2025, alors notez ça dans vos agendas et foncez, ça en vaut le coup et vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup Thomas, c'était hyper intéressant. Je vous remercie tous les trois d'être venus Merci à toi. aujourd'hui Merci à toi. et on se retrouve du coup dans un mois pour une nouvelle émission autour de la mode.